Bienvenue à ce troisième café socialiste, donc qui porte aujourd'hui sur le travail de demain. Donc l'objectif de ce café socialiste, il est double. C'est à la fois de parler en fait de l'avenir, de la place du travail dans notre vie demain, et également de notre vie au travail au quotidien. Donc de parler de ces évolutions-là. Donc pour parler de cela, donc on a Nicolas qui est avec nous. Bonjour. Titouan. Bonjour. Elsa. Bonjour. Et Antoine. Bonjour. Voilà. Donc on va commencer tout de suite ce café socialiste. Donc là, le premier grand axe dont on va parler aujourd'hui, c'est quelle évolution des formes de travail. Donc c'est-à-dire voilà, comment est-ce que vous pensez que les formes de travail ont évolué durant les dernières années et comment est-ce qu'elles vont continuer à évoluer. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je peux peut-être commencer notamment sur le numérique, parce que je pense que le numérique va être une dynamique importante au XXIe siècle, et notamment pour ce qui est du travail. Deux formes de numérique. D'un côté, robotisation, intelligence artificielle, et de l'autre, finalement, l'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et je pense que ces deux dynamiques participent concurremment donc aux évolutions des formes de travail. On a une première dynamique plutôt portée par la robotisation, l'automatisation, et l'intelligence artificielle. Et donc, c'est finalement la destruction d'emplois. Et l'OCDE estime à 9% environ la destruction d'emplois et qui sont finalement directement menacés par la numérisation. Et on aura une polarisation entre des métiers bien rémunérés et des métiers peu rémunérés, mais ce sont des métiers qui sont non routiniers. Par exemple, dans les métiers de l'éducation, du service à la personne ou dans la santé. Par contre, au milieu, les emplois moyennement rémunérés, les emplois manufacturiers notamment, sont extrêmement menacés par l'automatisation et la robotisation. Et je crois qu'on en a déjà dans un certain nombre d'entreprises et d'usines des exemples concrets. Les emplois de bureau sont un peu moins menacés par la robotisation, mais ils sont quant à eux menacés par l'externalisation et la sous-traitance. Notamment pour des tâches assez routinières, par exemple répondre à des mails. Eh bien, on voit qu'un certain nombre de micro-tâches comme celle-ci sont externalisées, soit à l'étranger, avec des conditions de travail qui sont difficiles, soit en France, mais avec des rémunérations plus faibles. On a une deuxième dynamique importante, c'est ce qu'on a pu appeler la ubérisation, c'est le travail indépendant. Les travailleurs salariés peuvent compléter leur salaire par un travail indépendant. Et travail indépendant qui a connu un essor fulgurant avec l'apparition des plateformes de mise en relation entre particuliers, grâce à la numérisation, bien entendu. Et souvent, ce travail indépendant devient même le travail principal. Et donc, on a ce qu'on a pu appeler l'ubérisation du marché du travail. On l'a vu, par exemple, avec les chauffeurs indépendants ou les livreurs indépendants. Mais le problème de cette deuxième dynamique, bien sûr, la première est aussi problématique puisque des métiers vont disparaître. Mais je pense que la deuxième est encore plus problématique parce qu'elle favorise l'absence de protection des travailleurs et dans une certaine forme leur précarisation. Puisque par exemple, un travailleur indépendant, un livreur, ne gagne pas d'argent lorsqu'il attend entre deux commandes. Je pense que c'est une véritable problématique, d'autant plus que quand il attend, il fournit un certain nombre de données aux plateformes qui leur sont essentielles pour après peut-être penser des voitures autonomes pour livrer. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux dynamiques participent à la précarisation d'un certain nombre d'emplois. Mais d'un autre côté, il ne faut pas voir le verre complètement vide. On a des dynamiques qui vont remodeler un certain nombre d'activités, donc qui ne vont pas tout détruire, qui vont en créer d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une dynamique de précarisation d'un certain nombre d'emplois. Oui, je suis tout à fait d'accord, Antoine, avec ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs, cette dynamique de précarisation, Robert Kestel, qui est un sociologue, l'a très bien évoqué il y a une dizaine d'années. Il a inventé une nouvelle notion qui est le précariat, c'est-à-dire une couche de la division du travail qui se situe au-dessous de l'emploi, et donc avec des individus qui travaillent dans des conditions de plus en plus précaires, en deçà de ce qui était et ce qui reste encore le statut de l'emploi, c'est-à-dire le fait que travailler reste attaché à un certain nombre de prestations sociales. Donc, il n'y a pas de disparition des formes de protection sociale, mais il y a un effritement de ces protections sociales. Et c'est ce qui est, à mon sens, tout à fait préoccupant. Et de cette précarisation découle, selon moi, un éclatement des collectifs de travail qui est aussi préoccupant. C'est-à-dire que éclatement des collectifs de travail qu'on observe, par exemple, à travers l'individualisation de la rémunération.
Cet éclatement du collectif de travail, elle laisse les travailleurs démunis, notamment face à leur employeur, par exemple dans la négociation. Et cet éclatement des collectifs de travail est favorisé par le recours toujours plus important aux CDD, aux intérims, au sein de la fonction publique à des contractuels. Depuis 2017, sous le gouvernement Macron, on a une hausse significative du nombre de contractuels embauchés dans la fonction publique. Ça participe de cette dislocation des collectifs de travail et de cette précarisation de l'emploi face à laquelle que nous devons, à mon avis, dénoncer et combattre. Mais pour moi, ces évolutions des formes de travail elles vont aussi venir en fait de l'impact climatique et en particulier du réchauffement climatique, qui a déjà montré en fait un impact au travail. Par exemple, la dernière canicule qui a dû amener de nombreux l'été dernier et qui va sûrement revenir cette année, qui a provoqué l'arrêt au travail de dizaines de milliers de personnes. En fait, selon l'OIT, le stress thermique, donc en fait qui découle de ces évolutions climatiques, pourrait conduire à la disparition de près de 72 millions d'emplois à plein temps d'ici 2020 et une réduction de la productivité par près de 2% d'ici 2030. En fait, la qualité de l'environnement a un impact sur de nombreux secteurs et donc va nécessairement entraîner des évolutions dans ces secteurs, que ce soit le domaine agricole notamment, qui est un des premiers touchés, mais aussi celui pharmaceutique. En fait, même plus globalement, dans le monde, en fait, c'est près de 1,5 milliard d'emplois, donc 40% des emplois mondiaux qui sont directement concernés par la qualité de l'environnement. Et on peut donc que s'alarmer de l'évolution du climat actuellement, qui forcément aura un impact sur l'environnement, sur le monde du travail de demain. Et alors moi, j'aimerais bien rajouter en fait par rapport à toute cette espèce de bilan de ce qu'est la situation du travail aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une sorte d'éclatement, de précarisation du travail, de nouvelles formes de travail type numérisation qui naissent et que du coup, on doit avoir un système de protection du travail qui soit efficace et qui soit adapté à ces évolutions-là. Et donc, ça me paraît être vraiment un enjeu du travail, c'est-à-dire pas forcément définir ce que sera le travail, mais dans quel cadre on va travailler et avec quelle protection. Et deuxième point qui me paraît absolument fondamental, c'est la question de l'égalité femmes-hommes au travail et de savoir à quel point on peut imposer en France une parité professionnelle, des salaires égaux et des opportunités égales au travail pour les femmes et les hommes. C'est une situation dans laquelle on n'est absolument pas aujourd'hui et on a des exemples internationaux qui nous montrent que, alors il n'y a aucun pays au monde qui n'a encore atteint cette égalité professionnelle-là, mais certains s'en rapprochent et font beaucoup plus que la France actuellement pour s'en rapprocher. Et il y a vraiment des expériences qui sont intéressantes sur lesquelles je reviendrai peut-être un peu après. D'accord, très bien, merci. Là, on a vu voilà, finalement beaucoup de problèmes en fait, dans ces évolutions, que ce soit les évolutions environnementales, que ce soit en termes d'égalité femmes-hommes, de numérique ou en termes d'évolution de la protection du travail. Et maintenant, la deuxième partie un peu de ce café, ça va être de penser à quelle solution politique on peut apporter à cela. Comment est-ce que la société, comment on peut s'adapter à ces évolutions sociétales. Et donc voilà, peut-être pour commencer, par exemple, sur la précarisation du travail que Nicolas avait évoqué, quelles seraient selon vous les solutions à apporter? Alors, moi, je pense que déjà, il faut réfléchir au revenu de base. Le revenu de base, ça peut être extrêmement intéressant parce que c'est un revenu qui serait versé de manière régulière, individuelle, sans contrôle de ressources et surtout sans condition de disponibilité sur le marché du travail. Alors, le montant est à définir, l'âge on va dire à quel âge on peut commencer à avoir ce revenu aussi. Mais c'est très intéressant parce que en fait, le revenu de base, il peut permettre de régler un certain nombre de problèmes qui sont posés actuellement par exemple, le RSA, c'est-à-dire le taux de non-recours. Donc, si on le verse de manière régulière et automatique, on n'a plus ces non-recours-là. Il peut permettre aussi de lutter contre une certaine forme de stigmatisation des personnes qui bénéficient du RSA, par exemple, puisque tout le monde le recevrait. Il permet aussi surtout aux travailleurs d'avoir une capacité de négociation, et c'est-à-dire de ne pas devoir obligatoirement
accepter n'importe quelle offre de travail, même si c'est très loin, même si c'est extrêmement pénible, même si en fait il sait qu'il ne pourra pas travailler dans ce secteur-là. Et ça lui permet en fait de garder cette capacité de négociation, de pouvoir en fait se former aussi tout au long de sa vie, en prenant des pauses, en faisant des formations. Et ça permet aussi d'éviter une forme de trappe de pauvreté que pouvait créer le RSA, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le RSA, si on retouche un salaire, on n'a plus le RSA. Et du coup, c'est pas forcément très incitatif dans certains cas à retrouver un travail. Et un certain nombre d'études, notamment en Finlande, ont montré que il y avait quand même une importance assez significative de personnes qui recevaient une forme de revenu de base et qui travaillaient en fait plus au final que des personnes qui ne le recevaient pas. Donc, il me semble que c'est très important, cette notion de revenu de base qui est revenue dans le contexte actuel. Moi, j'aimerais souligner justement cette nécessité du revenu de base qui va être en fait une des pierres angulaires de la transition qu'on va devoir opérer, notamment en matière de formation, puisqu'en fait, on a pendant longtemps considéré que justement cette transition écologique allait entraîner une augmentation considérable du nombre de chômeurs. Et en vérité, les études actuelles montrent au contraire une création nette d'emplois. Ça pourrait être autour de 18 millions en France, 18 millions dans le secteur de l'énergie, pardon. En fait, l'OIT considère que ça pourrait même créer entre 15 millions et 60 millions d'emplois supplémentaires à travers le monde. Mais en fait, une des problématiques qui va se poser, c'est les compétences nécessaires, hein, et donc vont en découler donc forcément ce système de protection sociale, ce système de revenus de base qui permettra de mieux former, de former en fait les travailleurs pour les emplois de demain qui soient davantage qualifiés, et la formation professionnelle, le mécénat de compétences, le revenu de base seront donc des éléments qu'il faudra prendre en compte dans cette transition qui sera forcément en fait nécessaire pour réguler la transition qui nous attend en fait, indéniablement. Sur cette question du revenu de base, je me permets de compléter parce que tu disais, Elsa, qu'il y a également la question de l'âge à laquelle on permet de donner accès à ce revenu. Je pense que dans la perspective du travail de demain, de l'évolution, de la montée également en compétences du travail, c'est ce qu'on évoquait, que y aura un besoin beaucoup plus important d'emplois qualifiés dans les prochaines années. Je pense qu'avoir un revenu de base dès 18 ans, c'est quelque chose qui est absolument important parce que c'est vraiment ce problème du trou entre entre 18 ans et 25 ans où on peut commencer à toucher le RSA qui est assez problématique et qui est vraiment désincitatif à poursuivre des études. Et je pense que le revenu de base pourrait également, en plus de tout ce que vous avez dit, avec quoi je suis totalement d'accord, remédier à ce problème-là. Exactement, et ça pourrait permettre de régler une partie du problème de la pauvreté chez les jeunes qui est absolument, qui est quand même assez grave. Et j'ajouterais juste que la vigilance qu'on doit avoir par rapport au revenu de base, c'est de ne pas le transformer en une sorte de solde de tout compte des politiques sociales en France, et donc de veiller à ce que le revenu de base ne remplace pas toutes les aides sociales qu'on peut avoir et qu'on continue à côté à avoir un système social protecteur. Alors certes, certaines aides pourraient être fusionnées dans un revenu de base, mais il faut vraiment avoir cette réflexion de quelles aides on fusionne, quelles aides on garde, est-ce que par exemple on garde les APL, etc. Donc c'est vrai que c'est une question à avoir en tête. Oui. En effet, je suis d'accord avec vous, Elsa, Titouan et Lucas. Bien sûr, le revenu de base est une solution. Il faudra débattre des conditions, comme on l'a vu. Et il peut surtout être une solution pour tous ces travailleurs indépendants, j'en parlais, notamment des chauffeurs et puis notamment des livreurs, qui sont souvent obligés, par des incitations, à continuer les courses le week-end et par des temps souvent extrêmement exécrables et parfois dangereux pour leur santé. Ils sont obligés aussi d'accélérer le temps de livraison, le rendre plus court, et donc ils prennent des risques. Et donc finalement, de favoriser l'émergence d'un revenu de base permettrait, je pense, de leur garantir un certain nombre donc un revenu, comme il se dit, et donc leur permettre de prendre moins de risques sur la route. Et je pense que ça, c'est une mesure vraiment sociale et vraiment essentielle. Après, comme tu le disais, en effet, sur la question de la formation, notamment dans le domaine agricole, le numérique peut permettre de meilleurs rendements tout en favorisant la culture biologique, la culture bio. Et donc, je pense qu'il faut, et d'ailleurs, on l'a noté, il y a un problème d'appariement entre les attentes
des employeurs et les compétences des étudiants que lorsqu'ils sortent de l'université ou de lycée professionnel. Et donc, il faudra mettre aussi un effort conséquent sur la formation pour permettre à la fois au monde agricole, au monde manufacturier, au monde du secteur tertiaire, finalement, il faudra leur donner une capacité importante à pouvoir utiliser les outils numériques pour être employés par les employeurs qui recherchent de nouvelles compétences. Et donc, je pense que à la fois universel, bien sûr, mais aussi formation, école sont les piliers de la transition vers un travail du XXIe siècle. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'aimerais parler du partage du temps de travail. Je pense que c'est aussi une réponse qu'on peut apporter à ces mutations du monde du travail. La dernière loi de réduction du temps de travail dans la semaine, c'est la loi Aubry de 2000 sur les 35 heures. Elle a fait beaucoup parler, mais aujourd'hui, quasiment toutes les études empiriques tentent à démontrer que les 35 heures ont créé de l'emploi. Environ 700 000 emplois, c'est les chiffres de l'INSEE. Et en plus, ils ont permis aux salariés de bénéficier de RTT, de journées de repos supplémentaires, en plus des congés légaux. Et donc, c'est une loi qui, à mon sens, a été profondément bénéfique. Et aujourd'hui, pour moi, il faut penser à un nouveau partage du temps de travail et aller vers les 32 heures ou la semaine de 4 jours. Parce qu'on est dans une situation où le nombre d'heures travaillées par la population stagne, mais il y a une hausse de 25% de la population active. Ce qui conduit, s'il n'y a pas de nouveau partage du temps de travail de façon quasi mécanique, à une hausse du chômage. Il y a une étude du ministère du Travail qui disait qu'un passage financé et coordonné vers la semaine de 4 jours allait permettre de créer 1,6 million d'emplois. Donc, c'est potentiellement considérable. Et en plus, en lien avec tout ce qu'a dit Titouan sur la transition énergétique et la question écologique, évidemment centrale et incontournable, Aurore Lalouk, qui est députée européenne, a publié une tribune dans Alternative économique où elle établit le lien entre le partage du temps de travail et la préservation de l'environnement. Et notamment, elle montre que la structure de la consommation est le lien entre l'environnement et le partage du temps de travail. Autrement dit, quand on travaille moins, on consomme mieux et donc on préserve l'environnement. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur le sujet en Suède, mais également des études par une sociologue américaine. Et donc, je pense qu'on pourrait, par exemple, penser à une loi d'expérimentation sur les 32 heures et de faire en sorte que les entreprises qui réduisent leur temps de travail de 10% et embauchent 10% de salariés supplémentaires bénéficient d'aides et de baisses de cotisations. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, il y a aussi la question des circuits courts en fait et de redonner aux zones rurales qui ont souvent été délaissées par les industries cette capacité de produire à nouveau et en fait justement cette écologisation pourrait permettre de recréer des emplois dans ces zones souvent délaissées et donc d'avoir un impact aussi moindre sur l'environnement. La question des circuits courts est de plus en plus présente aujourd'hui et suscite de plus en plus l'intérêt du consommateur au fond qui souhaite consommer local et c'est aussi source d'emploi. Je suis tout à fait d'accord et juste d'un mot, le partage du temps de travail justement va amplifier les créations d'emplois qui vont être liées à la transition énergétique et justement pour appuyer sur l'importance des circuits courts. Aujourd'hui, il y a des secteurs en France comme l'éolien ou l'électroménager performant qui sont très importateurs parce qu'on ne produit pas suffisamment en France. Et du coup, il y a un manque à gagner en termes d'emploi. Et là aussi, on retrouve l'importance de favoriser les circuits. Moi, j'aimerais bien revenir un peu aussi sur, très d'accord avec tout ce qui a été dit, mais revenir un peu aussi sur l'égalité femmes-hommes. Donc aujourd'hui, l'égalité professionnelle, elle est assurée. Toutes les entreprises doivent la respecter normalement, légalement. Après, elle est assurée dans la loi, elle n'est pas dans les faits. Et on voit qu'en fait, il y a un certain nombre donc, de lois qui garantissent l'égalité professionnelle, mais elles sont assez peu respectées et elles aboutissent assez peu sur des résultats. Par exemple, il y a en 2018 3,5% des entreprises de plus de 250 personnes qui assurent vraiment une égalité réelle entre femmes et hommes. Et ce qui est assez intéressant à regarder à ce niveau-là, c'est les expériences qui ont été faites dans d'autres pays, notamment en Islande, qui est réputée comme étant un des pays les plus avancés sur cette question-là, et qui a, en 2018, fait une loi qui, en fait, va obliger les entreprises islandaises et les administrations à passer une certification pour prouver qu'ils ont, à travail égal, un salaire égal entre femmes et hommes. Et en fait, à terme, donc les entreprises doivent toutes passer cette certification, la repasser tous les 3 ans. Et s'ils ne la respectent pas, ils ont une amende de maximum 400 € par jour.
ce qui peut être assez intéressant en fait comme dispositif et relativement incitatif, en disant on vous laisse le temps de passer la certification, vous la passez, et si vous la passez pas, on vous punit entre guillemets. Idem, il y a une expérience au Québec où ils ont revalorisé les salaires des fonctionnaires via un questionnaire qui interrogeait en fait sur l'utilité sociale des emplois et un certain nombre d'emplois qui étaient peu rémunérés mais très utiles socialement, comme les infirmières, ont vu des gains vraiment significatifs sur leur salaire. Donc je pense qu'il y a vraiment toute une réflexion à mener sur ça. Je pense que ça fait une super transition, Elsa, pour la dernière, un peu la dernière grand axe de notre café, qui donc concerne voilà, la question, c'est comment est-ce que dans ces nouvelles formes de travail, on peut toujours donner un sens en fait à son travail. Et parce que je pense, puisque tu évoquais dans la question de l'utilité du travail et d'une manière d'indexer en fait son salaire plus sur ça, je pense que ça rentre vraiment dans ce sujet-là, sur l'idée du sens qu'on donne au travail aujourd'hui. Je sais pas ce que vous pensez de ces questions-là. Alors du coup, pour continuer un peu sur ma lancée de l'égalité femmes-hommes au travail, on peut parler aussi de l'éthique du care. Donc, l'éthique du care, elle naît dans les années 80 et elle a très vite été critiquée en France et à l'international par des féministes, par des chercheurs en sciences sociales, par des politiques. Mais elle reprend un peu, on va dire, une actualité, notamment avec la crise du coronavirus aujourd'hui. Et l'éthique du care, c'est vraiment, en fait, se rendre compte que le care, c'est à la fois le souci des autres et la prise en compte de la vulnérabilité, et aussi tout un champ professionnel de travail qui ne sont pas valorisés, pas forcément valorisants, mais qui ont pour but le souci des autres. Par exemple, les infirmières, les aides-soignants, etc., qui sont aujourd'hui en première ligne. Et en fait, ce travail du care, donc à la fois dans sa dimension professionnelle et aussi dans sa dimension de travail domestique, de souci des autres, il est majoritairement pris en compte par des femmes. Le travail domestique, déjà, qui est à 64% pris en compte par des femmes en France, qui représenterait, s'il était rémunéré, 30% du PIB, donc c'est vraiment pas négligeable du tout. Et donc, toute cette éthique du care s'est développée et a pour but, on va dire, de valoriser le travail du care et de fonder une sorte de société politique du care. Et en fait, derrière tout ça, il y a toute l'idée de redéfinir en fait ce qu'on entend par le travail. Est-ce qu'on associe le travail à la création de valeurs marchandes ou est-ce que il y a une question d'utilité sociale, de bienveillance, de souci des autres, de prise en compte de la vulnérabilité? Et tout ce travail du care, en fait, il est essentiel. Enfin, on le voit aujourd'hui, le travail dans les hôpitaux des aides-soignants, c'est quelque chose qui est absolument essentiel, mais qui reste extrêmement mal rémunéré. C'est en partie parce que c'est fait par des femmes et qu'on a toujours cette conception que le travail, on va dire, lié à du travail domestique, le travail des femmes, en fait, n'a pas forcément vocation à être rémunéré. Et donc, il y a toute cette réflexion, je pense, à avoir autour du travail du care. Totalement. Je rebondis sur un des points que tu as évoqué, l'idée de la rémunération du travail domestique. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que ça montre un peu une idée voilà, d'une totale redéfinition en fait, de ce qu'on considère comme travail ou pas. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être élargi, voilà, qui rentre également dans l'idée du revenu de base, l'idée voilà, qui rentre aussi dans l'idée du mécénat de compétences, qui est quelque chose qui est pas très connu, un dispositif qui a été mis en place récemment pour permettre, en fait, pour donner des incitations fiscales aux entreprises à donner en fait des heures de disponibilité à leurs employés pour les utiliser dans un travail associatif. Et je pense que c'est vraiment ça en fait le travail de demain, un travail qui a un sens, qui a une utilité, c'est voilà, qui est pas simplement défini par une séparation entre des loisirs et un travail employé, mais avec l'idée vraiment de comment est-ce qu'on peut être utile à la société de différentes manières. Je suis tout à fait d'accord avec ça et avec ce que tu as dit, Elsa, précédemment, que le travail, c'est pas forcément la création de richesse, la production de richesse. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Lucas, il y a plein de citoyens français qui s'investissent beaucoup dans des associations, qui passent des dizaines d'heures dans la semaine, le week-end, si je prends l'exemple des clubs sportifs, par exemple, et qui jouent un rôle essentiel dans la société, parce que le club sportif, pour des milliers de jeunes en France, c'est la possibilité de créer un lien social, d'appartenir à un collectif, de pouvoir se réaliser, parfois de pouvoir connaître une trajectoire sociale ascendante pour certains. C'est par exemple, on prend l'exemple du foot, mais pas seulement. Et donc, effectivement, considérer le travail dans le sens de ce qui apporte à la société, ce qui apporte aux autres, et pas uniquement par le prisme de la création de richesses. Et petite parenthèse aussi, le philosophe André Gortz a fait des travaux dans lesquels il peut montrer que le travail ne doit pas nécessairement occuper une place centrale ou essentielle
dans nos vies et que le travail, et notamment le travail salarié, ne doit pas être l'horizon indépassable de la vie. C'est une réflexion aussi en lien avec le revenu universel, puisque le revenu universel, finalement, attaque le dogme du lien entre revenu et emploi. Autrement dit, si j'ai un revenu, c'est parce que j'ai un emploi. C'est la fameuse valeur travail qui était défendue, notamment par la droite et pendant de très nombreuses années. Et ça attaque ce dogme-là, ça remet en cause ce dogme-là. Donc, c'est aussi des questions un peu philosophiques, quoi. Oui, je pense que… Ouais, pardon. Je crois qu'aussi le sens que l'on peut trouver au travail, c'est celui de la recherche du plaisir, et notamment quand on travaille pour les autres. C'est quelque chose qui est fortement apprécié, de pouvoir travailler pour les autres, et on retrouve ce plaisir de s'engager pour les autres dans les associations ou même dans le travail du care, dans les hôpitaux, dans les écoles et dans tant d'autres entreprises également. Et donc pas que dans le secteur public. Et je pense que, notamment, on l'a vu avec l'arrivée des nouvelles technologies, du numérique, le stress est de plus en plus important au travail. Et on a pensé le travailleur, le salarié, à la fois les employés de bureau, hein, comme les cadres aussi, comme finalement une forme d'ordinateur, quelqu'un que l'on peut programmer et sur lequel on peut faire un retour sur activité derrière, hein, une évaluation de ce qui a été réalisé. Et je pense qu'il faut dépasser cette logique du travailleur, du cadre comme un ordinateur, et faire du travailleur comme un humain, en fait, comme un être humain, quelqu'un qui s'engage pour son entreprise, pour la société. Et il faudra repenser les formes de management pour favoriser une baisse du stress lié au numérique, lié au mail, par exemple, lié à la fragmentation des activités, et afin aussi de repenser le management, afin de favoriser le goût du travail et le plaisir au travail. Je pense que c'est aussi un élément important au XXIe siècle. Et repenser la valeur travail, ça est aussi repenser l'outil de travail, et je pense notamment à l'agriculture biologique, à la permaculture, qui redéfinissent un peu le lien entre le travailleur et son outil de travail. Et on voit que c'est le respect de la terre qui est souhaité par le consommateur, qui le plébiscite de plus en plus, et on peut que s'en réjouir. Et juste pour revenir sur la notion de plaisir au travail, certes, le travail peut être générateur de plaisir, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi, par exemple, dans le travail du care, ce n'est pas des métiers qui sont très valorisés et qui sont très valorisants, et c'est des tâches qui sont souvent ingrates, répétitives. Il peut y avoir vraiment beaucoup de lassitude dans ces travaux-là. Mal rémunéré aussi. Exactement. Et en fait, je pense que aussi la clé derrière tout ça, c'est de prendre en compte que en fait, ce travail, certes, il peut générer une forme de plaisir ou de satisfaction du travail bien fait, en fait, on va s'occuper de l'autre. Mais il faut aussi derrière, en fait, bâtir tout un système de confiance en la personne, de valorisation de son utilité, de valorisation de son expertise aussi, qui est très souvent pas mise en cause, mais qui n'est pas forcément reconnue, en fait. Les aides-soignants, par exemple, ont une vraie expertise dans ce qu'ils font, et il peut y avoir des logiques de hiérarchisation dans le travail qui font que on prend assez peu en compte leur idée et leur expertise. Et ça peut être très intéressant justement de réfléchir le travail, non pas que par le prisme du plaisir, mais aussi en fait, c'est une nécessité aussi. Et c'est aussi pour ça, parce que il y a des risques inhérents au travail, qu'il ne faut pas négliger non plus la santé au travail. Il y a eu des avancées en France dernièrement, notamment sur la prise en compte des risques psychosociaux, mais il faut aussi se rendre compte qu'on a un système de santé au travail qui est pas forcément très performant. Déjà, il n'est pas universel. Ensuite, il y a il y a plein d'acteurs qui interviennent dans ce système, qui ont des attributions assez floues, assez redondantes, qui sont pas forcément très coordonnées. Et il y a une vraie réflexion à avoir sur justement la santé au travail, comment elle est gérée en France et comment on peut apporter à tous un vrai système de santé au travail. Et notamment la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle. Exactement. On va devoir conclure, mais je pense c'est un sujet extrêmement large pour lequel on pourrait parler des heures, mais je pense qu'on a un peu fait le tour de la vision qu'on avait du travail de demain. Donc merci d'avoir participé, et puis merci beaucoup à ceux qui ont écouté. Et puis on se retrouve pour un prochain podcast sur la Constitution. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.